Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. L'opposition s'active à l'intérieur alors qu'Erdogan mène une activité diplomatique à l'étranger. L'hésitation tant décrite par les chercheurs sur la Turquie entre l'Orient et l'Occident s'est une fois de plus illustrée. Entre l'Organisation de coopération économique de Shanghai et le pied de grue pour rencontrer Joe Biden, Erdogan n'aura pas réussi son grand écart. Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan a eu un programme chargé la semaine dernière. Avant sa visite à New York pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies, Erdogan a déclaré que la Turquie pourrait être intéressée par une adhésion à l'Organisation de coopération de Shanghai, une alliance politique, économique et de sécurité eurasienne. Les membres notables de l'OCS sont la Russie, la Chine, l'Iran et l'Inde. Lors du sommet, Erdogan a réitéré la position de la Turquie sur la guerre russo-ukrainienne et a ajouté que la Turquie poursuivait ses efforts pour une solution diplomatique afin de mettre fin aux hostilités dès que possible. Erdogan a poursuivi en signalant que la Turquie était prête à coopérer avec l'OCS dans les domaines de la sécurité, l'économie, l'énergie, les transports, l'agriculture et le tourisme. Dimanche dernier, à son arrivée aux États-Unis, le président Erdogan s'est promené dans Central Park et a rencontré des New-Yorkais. Malgré ces nombreuses rencontres, Erdogan n'a pas eu de tête-à-tête avec le président américain Joe Biden. Mardi, le président et chef de l'AKP s'est adressé aux Nations unies à New York. Au cours de son allocution, le président a accusé la Grèce d'avoir coulé des bateaux de migrants. Pendant ce temps, alors qu'Erdogan faisait allusion à l'adhésion potentielle de la Turquie à l'OCS, il a également réaffirmé l'intérêt de la Turquie à conclure l'achat de F-16 des États-Unis. Le président turc s'est entretenu avec les sénateurs Lindsey Graham et Chris Coons au sujet de l'accord de F-16 que la Turquie tente d'obtenir depuis son expulsion du programme F-35. Mercredi, Erdogan a répondu aux questions de Hümeyra Pamuk de Reuters. À la question de savoir s'il désirait rencontrer Joe Biden en tête-à-tête, Erdogan a répondu, je cite, « Il est Biden, je suis Erdogan ». À la fin de sa visite, il a déclaré « Nous sommes intéressés par l'achat de F-16. Nous avons eu plusieurs réunions positives à ce sujet avec le président Biden. J'espère que nous obtiendrons bientôt des résultats dans ce domaine. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler longuement à la réception, mais nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter par téléphone plus tard. » Ruslan Çakır est revenu sur cette séquence et décrit le chemin parcouru du projet d'une adhésion à l'Union européenne. La Turquie se résout à se féliciter pour une photo prise avec Poutine et Alexandre Loukachenko. Concernant Shanghai, il y a une photo un peu bizarre où l'on voit Erdogan avec les autres leaders de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il parle et les autres l'écoutent. Et selon des journalistes proches du pouvoir, cette photo devrait être une source de fierté pour tous les citoyens de Turquie. Alors moi, j'ai préféré mettre deux photos côte à côte. Une vieille photo, celle où l'on voit des parlementaires européens brandir des pancartes en faveur de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et ça a beaucoup fait réagir. Certains m'ont insulté, d'autres ont été attristés de ce changement. Donc Erdogan a des velléités d'adhésion à l'Organisation de coopération économique de Shanghai. On en a parlé dans l'émission avec Gönül Taşpınar. En réalité, on ne sait pas très bien quel est le type de cette organisation. En fait, c'est assez hybride. Ce n'est ni une organisation type OTAN, ni une organisation type Union européenne. Ça a l'air plutôt symbolique. Mais si un pays membre de l'OTAN adhère également à l'Organisation de coopération de Shanghai, ça risque d'être un peu bizarre. Et donc après, il s'est rendu à New York. Entre-temps, il a préféré ne pas se rendre aux funérailles de la reine d'Angleterre. À New York, il a répondu aux questions de Hümeyra de Reuters, qui lui a demandé « Est-ce que vous auriez aimé avoir un tête-à-tête avec Joe Biden ?» Et lui a répondu « Si lui il est Biden, moi je suis Erdogan ». Et dans la conférence de presse qu'il a organisée avant son départ des États-Unis, il a dit « On n'a pas pu se rencontrer avec le président Biden ». Au final, il n'a même pas pu avoir un aparté lors de la réception. Donc, d'un côté, il dit « Si lui il est Biden, moi je suis Erdogan », mais au final, c'est à lui qu'on pose la question « Avez-vous pu rencontrer Biden ?» Et lui répond non. Mais personne ne va demander à Biden « Avez-vous pu rencontrer Erdogan ?» C'est un peu le retour à la dure réalité. Donc cette photo de Shanghai, il y a sûrement des gens à qui ça a dû faire plaisir,
Des gens qui pourraient dire que la réelle place de la Turquie est en Orient, que l'Occident est un camp impérialiste, etc. Mais en définitive, on se rend compte que la personne qu'Erdogan voulait réellement rencontrer était Biden et qu'il n'y est pas arrivé. Quant aux questions concernant les F-16, il passe son temps à parler des réunions qu'il a eues avec des sénateurs républicains. Il dit que ça s'est très bien passé, mais concrètement, rien n'est obtenu. C'est une information qui est devenue somme toute redondante. La Banque centrale a baissé les taux d'intérêt et a provoqué une chute de la livre turque. Malgré la fragilité de l'économie turque et la détérioration de la monnaie, la Banque centrale semble une fois de plus avoir repris sa politique de baisse des taux d'intérêt. La Banque centrale a réduit jeudi son taux directeur de 100 points de base, le faisant passer de 13 à 12%. La conséquence s'est immédiatement faite sentir. La livre turque, qui s'échangeait à 18,27 pour $1, a perdu plus de 10 centimes pour s'échanger à 18,38 contre $1. Malgré ce nouveau coup dur suite à l'annonce de la Banque centrale, la dépréciation de la livre turque n'est pas comparable à la chute survenue au début des politiques économiques peu orthodoxes du président Erdogan. En février 2021, en réponse à la crise du Covid, le président de la Banque centrale de l'époque, Naci Akbal, avait augmenté le taux directeur de 17% à 19% pour stopper la dévaluation de la lire. Mais ce dernier a été remplacé par Shahap Kavcıoğlu, un fidèle d'Erdogan, qui a commencé à réduire les taux d'intérêt dès le mois de septembre. En octobre, la livre turque était tombée de 7,49 à 9,28 contre $1. La Banque centrale a de nouveau abaissé le taux directeur de 16% à 15%, puis à 14%. En novembre, la livre avait atteint 16,55 pour $1. En décembre, le président Erdogan a annoncé les comptes de dépôt de fluctuations monétaires du Trésor, où les déposants seraient remboursés pour les pertes qu'ils subiraient par rapport au dollar. La livre avait à l'époque gagné 3 points. Désormais, alors que la Banque centrale a continué de baisser les taux d'intérêt, la livre est à son point le plus bas depuis l'annonce du plan du compte d'épargne. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, encourt 4 ans de prison si le tribunal juge qu'il a insulté les membres du Haut Conseil électoral. Le procès a finalement été reporté. Une poursuite a été engagée contre Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, dont le nom est parfois cité comme candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2023. L'acte d'accusation demande de 15 mois à 4 ans de prison pour İmamoğlu en raison de, je cite, « insultes aux membres du Haut Conseil électoral ». En 2019, les élections municipales d'Istanbul, qui s'étaient déroulées le 31 mars, avaient été remportées par Ekrem İmamoğlu d'une courte tête. Mais l'AKP avait fait appel, arguant de plusieurs irrégularités et accusant les Gülenistes et le PKK d'avoir volé les élections. Mis sous pression, le Haut Conseil électoral avait annulé l'élection pour la réorganiser le 23 juin. Une élection remportée par İmamoğlu avec plus de 800 000 voix d'écart, une humiliation pour Erdogan. Quelque temps après, İmamoğlu s'était rendu en France pour discourir lors du congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu avait alors qualifié İmamoğlu de, je cite, « imbécile qui va se plaindre de la Turquie à l'Europe ». Fin de citation. Ce à quoi l'édile avait répondu « Les imbéciles sont ceux qui ont fait annuler l'élection municipale d'Istanbul ». Plus tard, İmamoğlu a expliqué qu'il ne visait pas le Haut Conseil électoral, mais les donneurs d'ordre. L'audience a été fixée pour le mercredi 21 septembre au tribunal de Kartal. Quelques centaines de personnes ont bravé l'interdiction du gouvernorat de manifester ce jour-là pour venir soutenir İmamoğlu, mais le procès a été reporté au 11 novembre pour examiner les preuves et écouter les témoins. Le prévenu İmamoğlu a déclaré « Ce procès n'aurait jamais dû avoir lieu, ce n'est rien de plus qu'une perte de temps ». Pendant ce temps, Kemal Kılıçdaroğlu tente de sécuriser sa candidature. Après avoir quasiment convaincu la totalité de son propre parti, il lui reste à obtenir le soutien des autres leaders des partis d'opposition. Le chef du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, continue de jalonner le parcours de sa candidature. Vendredi dernier, dans un discours prononcé aux responsables de son parti à Izmir,
Kılıçdaroğlu a déclaré, je cite, « J'ai besoin de savoir si vous êtes réellement à mes côtés. Certains d'entre vous restent silencieux, certains font du mal, de manière intentionnelle ou pas. Mais il est temps de se décider. » Cette sortie pour le moins surprenante a néanmoins poussé les officiels de son parti à se positionner publiquement. Ceux dont les noms étaient cités pour la course présidentielle de 2023, Mansur Yavaş et Ekrem İmamoğlu, ont tous les deux tweeté leur soutien à Kılıçdaroğlu. Désormais, celui qui était raillé par Erdogan en tant que Monsieur Kemal est débarrassé de ses deux rivaux les plus solides dans la course à la candidature de l'opposition. Une candidature vue également d'un bon œil par Selahattin Demirtaş la semaine dernière dans les colonnes de Mediascope. Mais si Kılıçdaroğlu a réussi à s'imposer dans son propre parti, il lui reste encore à convaincre les autres composantes de la coalition électorale élargie de la table des 6. Le sujet pourra donc être abordé le 2 novembre, date de leur réunion mensuelle. Les élections présidentielles vont se tenir dans moins de 10 mois, et malgré une remontée ces dernières semaines, le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, est donné perdant dans la quasi-totalité des sondages. Entre un pouvoir de droite et une opposition qui penche à droite, la gauche tente de s'organiser autour du HDP pour une alternative. Cela s'appelle l'Alliance du travail et de la liberté. Le Parti démocratique des peuples, HDP, le Parti du travail, le Parti ouvrier de Turquie et plusieurs autres partis de la gauche radicale ont annoncé la création d'une nouvelle alliance qui se nomme Alliance du travail et de la liberté. Dans leur déclaration commune effectuée samedi au Palais des Congrès de Haliç à Istanbul, il est dit « Les peuples de Turquie ne sont pas condamnés à subir des discours de haine, polarisants, discriminants, à n'avoir le choix qu'entre l'alliance de la nation et l'alliance du peuple. Il est possible de créer un système fondé sur les valeurs du travail, de la liberté, de la démocratie et de la paix, où le peuple serait souverain. Cela est possible grâce à la force de mobilisation de toutes les masses opprimées. Le système des alliances, des coalitions électorales a été rendu possible, voire quasiment obligatoire, par la modification constitutionnelle de 2017 qui a transformé le régime parlementaire en un régime présidentiel. Dans le camp du pouvoir, il y a l'AKP, le MHP et le petit BBP qui forment l'Alliance du peuple. Face à eux, l'Alliance de la nation est composée par le CHP, le İYİ Parti et le Parti démocrate. Cette alliance de l'opposition est rejointe par le Parti Gelecek de Davutoğlu, le DEVA de Babacan et le Saadet Partisi, un petit parti islamiste. Cette version élargie de l'Alliance de la nation a été baptisée la table des 6, en référence à la table ronde qui accueille une fois par mois les leaders de ces partis. Le CHP est le seul parti qui ne se définit pas de droite dans cette alliance de l'opposition, face au pouvoir qui unit la droite islamiste et l'extrême droite nationaliste. La troisième alliance formée autour du HDP se définit donc, comme l'a dit Pervin Buldan, comme une troisième voie. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.